Le digital de 2003, à quoi ressemblait le digital à cette époque? Française, expérience chinoise, comment on peut revenir au Maroc et pouvoir s'adapter rapidement après qu'on ait vu les deux aspects, les deux cultures. Que le Marocain commençait clairement le point de départ de son expérience se trouvait dans le web. Grande société semi-publique Absolument. qui gère des chiffres d'affaires on est dans l'ordre du milliard de dirhams, c'est De ça? plusieurs milliards, effectivement. Et donc aujourd'hui, ImmogoWeb est probablement l'entreprise qui a le plus de data sur l'immobilier au Maroc. Mais est-ce que cette data a été utilisée ou pas encore? L'entreprise ne se résume pas à du media buying. Un salarié qui réussit, c'est un salarié qui se considère comme entrepreneur. Probablement qu'ils sont déjà dépassés parce qu'aujourd'hui, moi, quand je fais du media buying, j'utilise l'intelligence artificielle. Comment tu définirais déjà l'e-commerce? Quand je dis prédictif, c'est qu'elle va, à force d'apprendre, comprendre quels sont les leads qui sont avec une intention forte d'achat, quels sont les messages à leur fournir, comment les convertir. Je voudrais t'emmener un peu sur les pistes du digital. Donc, je voudrais avoir ton avis d'un expert du digital, mais pas de l'e-commerce au sens où on le connaît au Maroc. Donc, ton avis un peu sur l'écosystème de l'e-commerce au Maroc. Il faut arrêter de penser que l'idée, c'est tout. C'est l'exécution et non pas l'idée. Si Hamza, bonsoir. Reda, bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai beaucoup insisté pour que tu viennes ce soir parce que je sais que tu as énormément à partager avec nous. J'ai tout le temps dit que je suis très séduit par les carrières où il y a du multiculturalisme, où il y a différentes expériences professionnelles, des fois courtes, des fois moins courtes, mais en tout cas des expériences significatives et intéressantes. Et tu es typiquement dans le cas où tu as vécu dans plusieurs pays, où tu as eu plusieurs expériences personnelles. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la partie marketing, ta vision sur le marketing, ta vision aussi sur le digital. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Reda, tout le plaisir est pour moi. C'est avec un énorme plaisir que je suis là aujourd'hui pour essayer humblement de partager ma modeste expérience avec toi et tes auditeurs. Et j'espère que le contenu présentera de la valeur et qu'il puisse éventuellement servir à des personnes qui sont aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, dans le digital, dans l'AI ou dans l'e-commerce ou peu importe quelle composante de cet environnement qui est vaste et grand qu'est le digital aujourd'hui. Impeccable. Donc, comme j'ai dit, une énorme expérience académique, puis professionnelle. Donc, déjà, si tu peux un peu nous mettre dans le bain, présente-toi un peu brièvement. Très bien. Alors, j'ai eu la chance de faire mes études dans une école de commerce à Paris. J'ai très vite intégré le marché du travail parce que j'ai choisi un parcours en alternance où j'ai eu la chance de très rapidement mettre en œuvre ou confronter la vision académique avec la vraie vie qui est, on va dire, un petit peu différente, si ce n'est complètement différente. Et donc, ça a été aussi quelque chose qui a contribué à ce que je suis aujourd'hui en tant que professionnel, qui a façonné cette identité professionnelle à travers comme tu l'as précisé, ce multiculturalisme qui justement ouvre un certain nombre de perspectives et aussi de créativité, on va dire, par rapport à tout ce qu'on a pu découvrir, voir, s'adapter. C'est des choses qui sont précieuses aujourd'hui dans un monde qui bouge beaucoup. Donc la capacité d'adaptation est aujourd'hui quelque chose d'extrêmement important. Donc j'ai eu cette chance-là de pouvoir m'expatrier très jeune. Donc après mes études, j'ai travaillé dans une multinationale qui s'appelle Wood Brass Woodwind. Donc Wood Brass, c'est la numéro 1 mondiale de la distribution de matériel musical professionnel. Et mon premier job a été d'être assistant chef de produit. Et très rapidement, au bout de 3 mois, j'avais évolué vers chef de produit sur les gammes digitales. Ça, c'était dans quel pays? À Paris. À Paris. Et sur les gammes du digital, justement, j'étais en charge de créer ce qu'on appelait à l'époque des packages sur différents instruments, etc. Et faire des offres sur le digital. Donc ma première vente, il me semble que c'était fin 2003-2004. Et c'était... Sur le digital, ça veut dire que c'était commercialisé Absolument. En ligne, à 100%. À 100%, avec une logistique dédiée et tout un système toute une chaîne de valeur qui était dédiée à cela. Donc, j'ai eu la chance de participer très vite à ces opérations-là et j'ai tout de suite compris le potentiel,
que représente le digital comme canal de vente. Et c'est là que je me suis pris aussi de passion pour ça, parce que j'avais découvert finalement qu'on pouvait marketer, commercialiser quelque chose et surtout communiquer avec des indicateurs qui nous permettaient de pouvoir réajuster, ce qui n'est pas toujours le cas avec le marketing ou la communication conventionnelle il est dur de la qualifier aujourd'hui. Oui. Disons que Classique, la traditionnelle, ah. voilà, où on met des 4x3 ou là un ensemble un dispositif qui est plus ou moins vaste, mais qui manque malheureusement où les métriques sont difficiles à suivre. Donc j'ai pu confronter un petit peu cette réalité. Le digital de 2003, à quoi ressemblait le digital à cette époque? Oula, bonne question. Alors, j'habitais en France et bizarrement, le digital était quand même assez développé. Alors, on était à l'époque au tout début du Web 2. Donc, où le Web 2, c'est tout simplement la possibilité d'interagir avec le Web, ce qui est en opposition au Web 1, qui était uniquement unilatéral, c'est-à-dire que les gens avaient des sites, des blogs postés, etc. Là, on était arrivé au Web 2, sur lequel nous sommes toujours, mais qui va évoluer très vite, et bientôt sur le Web 3, dont on pourra peut-être parler un petit peu tout à l'heure. À l'époque, les gens commençaient à pouvoir interagir avec le web. Donc, il y avait une offre qui était présente. La vente définitive n'était pas souvent la norme, mais une première partie de l'expérience d'achat s'effectuait déjà à l'époque et de manière assez massive, il faut le dire, sur le digital. C'était les premiers réflexes, c'est-à-dire que les gens les consommaient le digital comme étant une source d'information pré-achat. Ce qui aujourd'hui est un petit peu différent. Ça veut dire qu'on prenait l'information sur Absolument. le net, puis on allait acheter en offline. Il fallait toujours, donc on était dans une logique de physique digitale un petit peu. Exact. Un hybride, une sorte d'hybride. Une hybridation entre effectivement l'expérience d'achat telle qu'on la connaît sur un point de vente classique, mais avec un préalable informationnel qui est finalement le digital. Et donc, c'est vrai que, bon, aux États-Unis, en 2004, il y avait quand même une certaine avance par rapport à la mise en marché de produits via le digital. Donc, un go-to-market digital à 100%. Ce n'était pas encore la norme du tout en Europe. Et donc, je travaille avec cette entreprise américaine qui, elle, avait décidé de lancer ça et sur toute une année pilote. Il faut dire que les résultats étaient au rendez-vous de manière assez surprenante. Et puis on a commencé à deep diver sur comment développer un peu plus tout ça pour réduire la dépendance au point de vente physique avec tous les désavantages qu'on connaît aujourd'hui comme les coûts. Si on est dans une logique de location, bah ça coûte cher. Il y a un coût d'infrastructure, il y a un coût opérationnel qui est élevé, etc. Donc déjà à ce moment-là, ces gens-là parlaient de créer un équilibre entre l'expérience physique et le digital. Donc ça a été la première rencontre, on va dire, avec et où digital. Tu as touché un peu la puissance de ce que représentait le digital. Absolument. J'ai eu la chance de pouvoir travailler là-dessus. Maintenant, ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, le digital, il n'y avait pas toutes ces plateformes publicitaires qui existent aujourd'hui. Il y avait AdSense. Donc oui, on faisait de l'AdSense, mais il y avait beaucoup de marketing de contenu, alors qu'à l'époque, ce n'était pas du tout quelque chose qui était, c'était un mot qu'on ne connaissait pas. Aujourd'hui, on parle de content is king, on parle oui, mais à l'époque, c'était tout à fait nouveau, mais finalement, c'était la première source de trafic sur le site, c'était justement de l'informationnel, de la valeur. Donc, donner aux gens de la valeur informationnelle sur tel ou tel produit à travers la création d'articles de blog, leur diffusion, etc., et l'engagement d'une audience autour de ça. Donc, c'était vraiment les prémices de ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant peut-être pas le SEO, parce qu'il y avait une vraie dimension vente à la clé qui est immédiate, mais c'était les prémices de ce qu'on fait aujourd'hui de manière assez classique. Et les sources de trafic étaient un peu... C'était l'époque où il y avait encore Yahoo, c'était l'époque où il y avait... Oui, les sources de trafic étaient pas nombreuses, faut le dire, mais la concurrence n'était pas nombreuse non plus. Et donc, ça créait une espèce d'équilibre naturel qui a fait que, bon, le trafic était là, mais il y avait déjà ces questions de CRO, de Conversion Optimization Rate, de comment faire pour pouvoir transformer tout ce trafic, etc. Donc, ces réflexions ne datent vraiment pas d'aujourd'hui. Elles datent d'il y a plus de 20 ans aujourd'hui, hein, clairement. Je dirais même plus quand on voit un Jeff Bezos qui, en 96, avait déjà lancé Amazon comme étant une librairie en ligne.
Je pense qu'il y avait déjà ces réflexions qui étaient déjà sur le terrain. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance à travers ces expériences-là, de pouvoir toucher très vite À la force au pouvoir du digital. et au potentiel de ce canal de distribution, qui aujourd'hui est une condition sine qua non pour que les entreprises puissent aussi réussir, que ce soit par une logique d'image, de contenu, de présence, ou tout simplement dans une logique Et je de canal pense de que vente. le challenge était d'autant plus grand parce qu'il y avait une sorte d'éducation du marché. C'était les premiers pas, donc des pas un peu Absolument. difficiles. Maintenant, tout est un peu préétabli, on sait où on va. Mais au début, les gens tâtonnent, les gens essayent. Et vous avez tout le mérite d'avoir été parmi les premiers dans ce secteur. Donc, une expérience parisienne dans le digital, puis Alors, comme j'aime bien le soleil, je me suis dit qu'il fallait que je change un peu d'horizon. Je suis de nature un peu curieuse, on va dire, et j'ai eu la chance d'avoir une proposition pour un job à Shanghai, dans le conseil cette fois-ci, donc dans le conseil en stratégie. Plus précisément, j'ai eu la chance de participer à plusieurs missions, que ce soit en Inde, à Singapour, en Thaïlande. Donc, j'ai couvert mes clients étaient principalement sur la zone Asie du Sud-Est. Donc encore on là, est en quelle année? ah là c'était Shanghai, c'était 2005-2006. Donc je parle d'une Chine que l'on c'était totalement différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui. C'était le blooming, c'était vraiment une Chine qui était en train de se dévoiler au monde, qui était extrêmement ouverte aussi au monde. C'est ce qui aujourd'hui c'est peut-être un tout petit peu différent du fait de leur positionnement, hein, que ce soit géopolitique ou économique. Mais à l'époque, c'était formidable. Il y avait un vrai, c'était une ébullition, on va dire prolifique. C'était extrêmement intéressant. Et il y avait une très grosse communauté d'expatriés d'à travers le monde qui venaient justement, qui avaient compris que la Chine, en plus d'être l'atelier du monde, sera probablement le laboratoire de demain. Et le pays était en construction à cette époque. Absolument, absolument. Il y avait Shanghai tel qu'on la connaît aujourd'hui. C'était incroyable. La première fois que je suis arrivé à Shanghai, je pensais que New York était la ville la plus incroyable du monde, mais quand j'ai vu les proportions chinoises, j'ai très vite compris où est-ce qu'ils voulaient aller. Les orientations étaient assez claires. Alors là encore, c'était intéressant parce que le principal défi pour moi était de collaborer avec des gens d'une culture qui m'était inconnue. Soyons clairs, les cultures asiatiques, plus particulièrement ici la culture chinoise, c'est différent. C'est vraiment différent. Effectivement. En ce sens que des fois, il faut s'accrocher pour pouvoir s'adapter. Il faut s'adapter à tout prix parce que finalement, c'est nous qui allons là-bas. C'est pas eux qui viennent nous voir. Et donc déjà, il y a un respect par rapport à la culture locale. Il faut comprendre la culture locale. Il faut s'en imprégner. Il faut la vivre. Et c'est principalement ce que je recherchais parce que à l'époque, étant encore relativement junior, l'objectif n'était pas simplement de l'acquisition de knowledge, mais c'était aussi de pouvoir gagner en possédant, en développant cette valeur du multiculturalisme qui aujourd'hui est essentielle dans un monde globalisé. Quand on voit aujourd'hui que beaucoup d'ingénieurs marocains travaillent en remote sur des pays comme les Émirats ou d'autres pays européens ou américains, il y a donc une vraie logique d'intégration, de compréhension mutuelle au niveau de la partie culturelle. Donc, d'un point de vue business, c'est quoi les différences culturelles que tu verrais entre une Chine et une Europe, par exemple? Ce que je vois, alors la Chine, c'est un cas d'école. Je préfère commencer par la Chine avant d'arriver à l'Europe. La Chine a opté pour ce qu'on appelle la filière inversée. La filière inversée, c'est de se dire, OK, nous sommes en 1980, nous sortons d'une époque où l'économie était principalement, enfin, c'était le communisme. Et puis on arrive vers le capitalisme, si ce n'est le surcapitalisme. Donc la façon, le business à la chinoise est quand même basé sur un ensemble de codes qui aujourd'hui en Europe paraîtrait complètement bizarre. Jusqu'alors, ce dont je te parle est toujours d'actualité. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on deal avec, quand on va sceller un deal avec une entreprise chinoise, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut respecter dans leurs coutumes. Il va falloir aller dans toute un une restaurant. Étiquette. Voilà, il y a une étiquette, mais aussi tout un process post discussion business, et sur lequel les choses ne sont pas encore signées. Il va falloir passer aussi cette étape-là de compréhension mutuelle et d'acceptation mutuelle.
Alors, les Chinois sont, et puis il faut le dire, c'est des gens qui ont une capacité de travail incroyable et qui ont une capacité d'innovation aussi incroyable, même si aujourd'hui beaucoup pensent que c'est l'inverse, mais je ne pense pas. Alors, comme je te disais, ils ont opté pour un système, donc la filière inversée, c'était le moins de technologie possible pour créer de la valeur financière. Ils ont commencé tout simplement par le textile, puis ensuite, de fil en aiguille, de l'acquisition de technologies, de savoir-faire, pour arriver finalement à aujourd'hui être l'atelier du monde, non plus pour des choses comme faire des chaussures. Aujourd'hui, on les fait plutôt au Vietnam, et bientôt le Vietnam les fera aussi certainement au Laos ou au Cambodge pour pour une histoire de coûts de fabrication et de monter en gamme d'un point de vue knowledge. Mais à l'époque, la Chine, moi je suis arrivé, avait vraiment pris ce virage qui était celui de la tech, qui était celui de l'ouverture complète au monde, et c'était vraiment d'un point de vue business extrêmement intéressant, parce que les opportunités de cette époque-là, je ne sais pas si probablement qu'il y a d'autres opportunités que je ne connais pas, n'y étant pas allé depuis quelques années. Mais bon, c'était intéressant. Alors, l'Europe, c'est encore une autre chose. L'Europe, on est dans le fait, c'est factuel. Il y a un prix, on discute, on se met d'accord et on y va. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de côté humain, je trouve, dans le business, même si beaucoup de directions commerciales te diront aujourd'hui que le premier point notamment dans le B2B, pour gérer et rendre loyal un client, c'est juste de lui passer un coup de fil régulièrement pour prendre de ses nouvelles, tout simplement. Mais c'est vrai que ce côté humain, je trouvais qu'il manquait un peu en Europe dans la contractualisation de l'acte d'achat ou de vente, ou peu importe la transaction qu'il y avait. Donc ça reste en fait une culture orientale, mais en même temps très tournée business. Orientale avec ses grandes spécificités, on parle d'Extrême-Orient. Là, on est dans une culture qui tout simplement est une culture qui, pour moi, est assez, comment l'expliquer? C'est-à-dire, c'est de ce que j'ai vu. Encore une fois, je ne détiens pas la science infuse ni le savoir absolu, mais de ce que j'ai pu constater, c'est que on est dans une logique où oui, l'humain est aussi placé au centre de toute transaction, comme chez nous d'ailleurs. Il semble difficile aujourd'hui de faire des affaires au Maroc s'il n'y a pas un minimum d'accointance entre les deux parties. Donc, expérience française, expérience chinoise, comment on peut revenir au Maroc et pouvoir s'adapter rapidement après qu'on ait vu les deux aspects, les deux cultures? Est-ce qu'on sent qu'il y a un décalage? Comment ça s'est passé le retour au Maroc? Bon, le retour d'abord a été motivé par une chose, c'est Ardad Loualidi, comme on dit. J'ai été, voilà, il fallait être là. J'ai pris ce parti de rentrer, pour ma famille, parce que c'est une valeur essentielle chez moi, et deux, parce que le Maroc est une mine d'opportunités également. Donc, en rentrant au Maroc, c'est vrai que ça n'a pas été facile. La première année surtout a été une année de reprogrammation mentale. Ce qui est très étrange, c'est que c'est ma culture et je dois me reprogrammer à ma propre culture. Mais ça a été fait de manière beaucoup plus naturelle que sur les autres choses, enfin les autres pays que j'ai pu connaître. Et alhamdoulilah, ça s'est très bien passé, malgré quelques difficultés au départ. Aujourd'hui, je ne regrette absolument pas ce choix, le choix d'être revenu servir mon pays. Moi, je trouve que nous devrions... Pourquoi avoir fait ce choix, alors que normalement les opportunités s'ouvrent pour un profil qui a une telle expérience? On connaît la force de l'Occident à attirer la matière grise maghrébine, africaine. Qu'est-ce qui t'a fait revenir au Maroc? Je sentais, en fait, à ce moment-là, j'avais beaucoup de discussions avec des amis, des proches, etc., autour de l'économie marocaine et de son ouverture aussi. Rappelant qu'à ce moment-là, il y a eu un virage important dans les politiques économiques marocaines, avec une vraie volonté d'être un acteur régional à ce moment-là de première importance. Et donc, ça passait forcément par une, on va dire, démocratisation de
de l'entrepreneuriat, une facilitation de l'entrepreneuriat, et aussi tout simplement parce que pour moi, le Maroc à ce moment-là, c'était la bonne opportunité pour pouvoir venir un petit peu confronter tout ce que j'ai appris et voir comment je pouvais l'implémenter au Maroc. Ce qui était assez spécial, c'est que quand je suis rentré, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des gens, des pointures, comme on dit, des gens qui m'ont impressionné. Et donc, je me suis dit, bah, écoute, j'ai bien fait de revenir parce que finalement, je vais continuer à apprendre. Et c'était ma plus grande crainte en réalité, c'était de dire, est-ce que je reviens au Maroc en me disant, je n'étais pas non plus, j'avais pas 15 ans de carrière quand je suis rentré, et en me disant, est-ce que je pouvais vraiment continuer de me développer, d'apprendre, etc. Eh bien oui, d'ailleurs, je pourrais te parler d'un très beau cas d'école qui est la Sorec. À Sorek où j'ai passé quasiment 6 ans. Donc ça, c'est la première expérience en revenant au Maroc? On va dire que c'est la première expérience significative. Parce que j'ai eu une très très belle mission. Enfin, nous avons eu en tant qu'équipe surtout une très belle mission. Et c'était... Donc on remet un peu les choses dans le contexte. La Sorec, grande société semi-publique. Absolument. Qui gère des chiffres d'affaires on est dans l'ordre du milliard de dirhams, c'est ça? De plusieurs milliards, effectivement, de plusieurs milliards, effectivement. Et c'est surtout une entreprise qui est quelque part à but non lucratif. Enfin, tu vas me dire, comment ça? Tu génères des milliards, mais c'est à but non lucratif. Bon, l'idée, c'était que tout l'argent qui était généré par la Sorec soit redistribué à la filière cheval. Pourquoi? Parce que le cheval fait partie de notre identité culturelle ici au Maroc. Les mariages, des fois, se font avec des chevaux. La Tboreda. La Tboreda, même c'est-à-dire même les événements familiaux majeurs. Le khsana d'un enfant, tout. Ça fait partie du patrimoine. Donc on est vraiment, ça fait partie de notre identité et Sa Majesté, que Dieu le préserve, avait donné ses instructions claires pour que cette filière ne meure jamais au Maroc. Fallait bien la financer. Donc, à travers des mécanismes, voilà. Donc, la filière se finance grâce aux Jeux hippiques, et donc dont j'avais la charge sous la supervision d'un mentor que je remercie au passage, Driss Belrazi. Il y a toujours un grand homme derrière une carrière, c'est ça? Ah oui. En tout cas, lui m'a beaucoup aidé à transformer, surtout managérialement. Un énorme mentor d'un point de vue managérial, d'un point de vue humain, c'est-à-dire parce que finalement l'humain reste au centre de la création de valeur de toute chose. Donc un grand mentor et aussi sous le leadership de Omar Sqali, le CEO, un leadership inspirant et une vision bien sûr qui était toujours bâtie de manière quinquennale, etc. Donc on avait vraiment une belle vision pour cette belle filière. Je suis passionné de cheval. Donc ancien cavalier, et donc c'était pour moi vraiment le jackpot parce que en plus d'une mission extrêmement intéressante, il s'agissait de créer une belle transformation d'entreprise. Je combinais ça à une passion qui était beaucoup plus personnelle, qui est donc l'équitation et le cheval. Et là, tu étais sur l'aspect marketing, c'est bien ça? Absolument. Donc, j'ai eu la charge de monter ça avec l'actuel directeur général adjoint, Driss Belrazi. J'ai eu la charge de monter le département marketing commercial. Faut dire qu'à l'époque, quand on arrivait, c'était assez spécial parce que c'était un business qui générait un revenu déjà assez conséquent, mais de manière, on va dire, un peu traditionnelle, avec très peu de on va dire quasiment une technologie absente, très pas de technologie, etc. Donc, les profils ont été bien choisis pour pouvoir mener à bien cette transition vers une entreprise structurée. Alors, aujourd'hui, on peut voir la Sorec, c'est un très très bel exemple de réussite. C'est une grosse machine. C'est une très belle machine et surtout, et c'est une très grosse fierté pour le Maroc. Aujourd'hui, ils ont créé des technologies propriétaires qu'ils exportent dans différents pays et il y a peut-être 3 ou 4 entreprises dans le monde qui ont cette expertise technique. Donc, je les félicite au passage pour cette belle réalisation. Je suis parti un petit peu avant la mise en vente de ce service-là, qui est un service purement de régie informatique, etc. Il faut savoir que derrière les GUP, il y a tout un supercalculateur,
c'est une technologie monstrueuse parce que il y a, on parle de une centaine de milliers de transactions. Il faut les sécuriser, il faut les fiabiliser. Et donc, c'est vrai que cette transition du papier au numérique, on l'a pleinement vécu là-bas. Et c'est extraordinaire. Et ça a été fait par des Marocains, par une équipe de Marocains. 100% marocain. Bien sûr, nous avons fait appel à du conseil. Donc, comme on dit, les gens avisés se font conseiller lorsqu'il s'agit de découvrir de nouvelles sphères ou d'aller expérimenter certains projets pilotes. Nous avons donc été accompagnés par un certain nombre de cabinets de renom à l'international, mais on va dire que l'effort a été 100% marocain. Donc à partir de là, très belle success story qui continue de l'être aujourd'hui et qui s'est développée sur un certain nombre de choses. Je pense qu'ils sont extraordinaires. C'est une très très belle équipe. Et pour moi, donc, ça a été aussi la possibilité de me dire, allez, on va essayer de monter ce département. Et comme tu le sais, Seredal, c'est compliqué de communiquer sur les jeux, etc., pour des raisons éthiques, juridiques, etc., de manière comme on pourrait communiquer sur un yaourt, par exemple, parce que il y a des incitations. On était les premiers à être sur logique de jeu responsable, etc. Et donc, c'était une communication qui se faisait par la distribution. Donc, on était plutôt dans une logique de trade marketing. Encore une fois, très intéressant parce que on avait un réseau de vente qui se comptait en centaines de points de vente à travers le royaume. Et un des objectifs sur lesquels un des plus gros projets sur lesquels j'ai beaucoup aimé travailler, c'était la refonte du design d'environnement. Donc, quand on parle de design d'environnement, c'est-à-dire d'expérience client ou utilisateur à travers justement un environnement qui soit accueillant, respectueux de ses utilisateurs et qui crée aussi un niveau de perception beaucoup moins dramatique que pourrait, par exemple, l'interpréter la personne lambda qui juste entend. Aujourd'hui, oui, on a fait... Donc, il y a du marketing, il y a de la psychologie, il y a tous ces aspects-là. Il y a eu beaucoup d'études aussi. De la technologie. Oui, beaucoup de énormément de technologie. Et les gens ne s'en rendent pas compte, mais derrière une structure comme la Sorek, il y a un monstre de technologie. Je peux vous dire que si on vous laisse un jour approcher du bunker, moi je l'appelle le bunker, c'est extraordinaire. Hein. Je peux même dire qu'aujourd'hui, je pense que cette société, cette entreprise publique, c'est encore d'autant plus une fierté, hein, qui compte aujourd'hui, il me semble, elle est classée dans le top 10 des meilleures entreprises au monde, dans son secteur, dans son industrie. Comment cette entreprise a su refaçonner tous ses process de manière à arriver vers des choses qui soient structurées, qui combinent aussi système d'information, ERP. Je suis arrivé dans une période où ça bouillonnait, donc les projets étaient très intéressants et ça a été une véritable école. Et c'est là que je me suis dit, eh ben on continue d'apprendre, on continue de délivrer. Puis voilà. Je vois que tu parles avec beaucoup de passion de cette expérience, Oui. Et je sais, parce que c'est aussi mon cas, il y a toujours une expérience professionnelle qui donne un vrai boost et une vraie dimension à un salarié, surtout à ces niveaux-là. Donc, est-ce que tu peux partager avec nous les principaux enseignements ou les acquis que tu as pu avoir sur cette expérience? Alors, sans rentrer dans le détail de l'acquis technique, non, en tant que homme, en tant que salarié, qu'est-ce que ça t'a apporté? En tant qu'humain, ça m'a appris une chose. Tout d'abord que on n'improvise pas les choses, que si on veut réussir, il y a des étapes préalables, des étapes où il y a une vraie dimension liée à la compréhension du métier, la compréhension, parce que c'est un métier complètement atypique, il faut le dire. Arriver et marketer un produit qui est aussi complexe et avec des restrictions en termes de canaux de communication n'était pas un défi simple. Et faire de la croissance par le réseau de distribution n'est pas non plus quelque chose de simple. Donc, j'ai appris aussi, moi, si je veux, c'est pour répondre à la question de manière très directe, le principal acquis a été d'ordre managérial. C'est-à-dire que, encore une fois, sous ce mentorat, j'ai eu la chance d'apprendre à gérer des équipes, mais les gérer avec une idée ou une logique de hiérarchie plutôt verticale. Bon, quand il y avait un problème, elle devenait horizontale, mais techniquement,
il n'y avait pas beaucoup de problèmes lorsqu'on on mettait les choses de manière plus humaine, c'est-à-dire que l'idée derrière ce management, c'était tout simplement de prévaloir l'humain au process ou à la technologie, c'est parce que c'est à partir de lui qu'on va pouvoir tout construire. Et donc derrière, ça a été pour moi vraiment une vraie école en termes de management que j'ai pu par la suite éprouver dans différentes entreprises avec différents défis. Mais je dirais qu'il y a eu cet acquis extrêmement important qui est la dimension humaine managériale. Il y a eu un autre acquis qui était d'ordre technologique. Alors cette fois-ci, la Sorec, c'était à sceller définitivement l'amour que j'avais pour le digital, pour la technologie. Et donc j'ai toujours eu, grâce à cette expérience, cette vision qui combinait dans la stratégie de croissance l'intégration de technologies de pointe. Et ça aussi, ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur un certain nombre de choses qui aujourd'hui me servent dans ma carrière, me servent dans mon entourage professionnel, etc. Donc c'est un peu les pièces du puzzle qui se rassemblent. Donc il y a il y a le marketing que tu commences à maîtriser, il y a la partie IT, il y a la partie digitale. Absolument. Mais maintenant, comment on arrive à passer d'une expérience qui nous a tellement séduit, où on a tellement donné, où il y avait tellement de challenges, à une autre expérience et pouvoir retrouver ce challenge et ce goût à l'aventure? Très bonne question, Sereda. Je trouve la question pertinente. Pourquoi? Parce que je me la suis toujours posée d'ailleurs. Je pense que pour en tout cas, ma philosophie du salariat était un petit peu différente de ce que j'ai pu discuter ou échanger avec un certain nombre de collègues. Moi, dans mon esprit, je n'ai jamais travaillé pour personne. J'ai travaillé pour moi. Moi, je dis qu'un salarié qui réussit, c'est un salarié qui se considère comme entrepreneur. Absolument. Donc, l'intra-entrepreneuriat est quelque chose de fondamental pour moi. Si aujourd'hui je devais revenir au salariat, la condition sine qua non, c'est un degré pas de liberté, oui, de liberté aussi, mais un degré de prise d'initiative. De prise d'initiative, d'être entrepreneur dans la boîte. Et ça, c'est exceptionnel. Et c'est aussi pour ça que j'ai intégré une entreprise telle que Mubawab. Alors, Mubawab, faut savoir que... Ça, c'est l'expérience qui a suivi. Non, il y a eu une petite expérience ensuite dans l'éducation. Tu es passé à... Alors cette expérience dans l'éducation était intéressante parce que là je passais d'un univers où j'étais B2B2C parce que je développais via la communication via le réseau de vente et donc l'acquisition aussi via les réseaux de vente et la fidélité ou le développement de valeur client via le réseau de vente à une logique 100% on va dire B2C. Au départ, non, parce que la première mission a été une mission un peu suicide, on va dire, mais j'aime bien ce genre de mission parce que ça permet d'aller jusqu'au bout, d'arriver, de voir où sont nos limites finalement. Et cette mission a été extraordinaire parce que j'ai eu très vite la confiance du PDG de cette belle structure, donc qui est Kevin Gourmand. Qui m'a confié, après une levée de fonds qu'ils avaient effectuée à l'époque auprès d'un acteur économique majeur du Moyen-Orient, m'avait confié le développement du nord du Maroc. Donc, il faut savoir que l'activité de Mubawab était une activité centrée sur la visibilité, mais surtout sur la possibilité, ou pas la possibilité, mais donner de la valeur, une possibilité de croissance. Ou alors, pour mieux reformuler, disons que leur objectif n'était pas tant le branding. Alors là aussi, juste pour remettre les choses dans le contexte, Mubawab, c'est le portail, pour ceux qui connaissent pas, c'est le portail c'est une sorte de marketplace en fait, entre l'offre pour la location ou la vente de biens immobiliers et la demande par rapport à ces produits. Absolument. Et c'est, je pense, le numéro 1 marocain. Ah oui, c'est totalement ça. C'est pas qu'au Maroc, en Tunisie aussi. C'est ça, fondamentalement, la première mission sur laquelle j'ai travaillé. Mais il y a aussi d'autres, on va dire, streams de revenus dont je te parlerai dans une minute ou deux. Alors, comme je t'ai dit, le challenge était très très intéressant. À l'époque, je revenais de Malaisie. Pendant 8 mois, j'avais accompagné un groupe malaisien qui travaillait dans la fintech,
ils avaient développé un payment gateway, donc c'est un outil de paiement en ligne qui était 100% orienté e-commerçant asiatique, notamment Asie du Sud-Est. Et en rentrant, donc j'ai rencontré Kevin. J'ai eu donc la chance de pouvoir intégrer Mobaweb avec cette mission, comme je t'ai dit, un peu suicide, qui était de dire bon ben on veut pénétrer le Nord. Le Nord, il y avait de très petites opérations à l'époque. Mobaweb était plutôt centré sur des villes comme Marrakech, Casablanca. Ce qui est logique, c'est l'épicentre, on va dire, de l'immobilier au Maroc. Donc le défi était simple, c'est que je devais prendre des gens qui connaissaient rien à ce qu'on faisait, parce qu'il faut savoir que derrière un site de listing, il y a une très grosse technologie qui est mise en place. Beaucoup de personnes vont voir, vont défiler, vont scroller, mais vont se dire ok, elle est où la technologie? Croyez-moi, il y a beaucoup de technologies qui Surtout qu'il y a des algorithmes qui placent, énormément etc. enfin, je veux dire, c'est un algorithme. Voilà, si aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle, un algorithme comme celui de Mobaweb était quelque part aussi de l'intelligence artificielle, mais en boucle fermée, c'est-à-dire c'est un algorithme qui va aller produire un certain nombre de choses, mettre des annonces en valeur en fonction de certains paramètres, etc., etc. Donc il y avait une grosse dimension technologique. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé ce secteur. Et donc quand on m'a dit voilà, va former ton équipe, recrute là, et puis on attend taux de pénétration plus tant de revenus. Donc là aussi, une vraie démarche entrepreneuriale. Tu prends ton équipe, tu développes, tu as tes budgets, tu as tes objectifs. 100%. Et tu y vas. 100%. Et ça a été, et d'ailleurs, j'en suis aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai voulu parler un petit peu de cette expérience. Ça a été extraordinaire parce que il y a eu un tel niveau de confiance dès le départ. On m'a dit, écoute, vas-y, tu développes. Et puis, il y avait un accompagnement aussi de Kevin, à qui aussi je passe un bonjour s'il nous voit aujourd'hui. Oui, ça a été extrêmement intéressant et j'ai eu la chance de collaborer avec beaucoup de jeunes. C'était aussi un give back quelque part parce que c'était la première fois où je prenais des gens from A to Z, fallait tout leur apprendre. Et donc quelque part je rendais aussi ce knowledge qu'on m'avait précieusement donné et qui pour moi est une démarche absolument importante. Et la satisfaction se fait dans le résultat. Quand on voit que des gens qu'on forme, qu'on accompagne, que le résultat est là, surtout que les résultats étaient relativement bluffants, c'est-à-dire qu'à la fin on s'est dit, bon, pas beaucoup de personnes y croyaient, hein, mais à la fin, on a délivré. La boîte était à son démarrage à l'époque? Non. La boîte était en mode scale-up, c'est-à-dire elle est passée de start-up à scale-up, grâce à une levée de fonds, etc. Donc, et l'internationalisation s'est faite avec toi ou avant? Non, c'était à cette période que s'est faite l'internationalisation, en Tunisie. Et bien sûr, il y avait d'autres à l'époque, ça bouillonnait, on va dire. On devait être 200 à travailler chez Mobaweb à l'époque, et puis il y avait de grandes ambitions qui, je suis sûr, aujourd'hui restent les mêmes, et sous le leadership éclairé d'un duo extraordinaire, la directrice générale et son DG. Bon, je pense qu'aujourd'hui, voilà, ils sont arrivés à un stade encore plus intéressant que là où on était à l'époque. Mais disons que voilà, après cette expérience qui fut pour moi une réussite, je me suis vu confier la restructuration de ce qui devait être l'avenir de Mobaweb quelque part. C'était la transaction immobilière. Alors là, on passe d'un autre domaine, c'est-à-dire on n'est plus dans le B2B, on est vraiment dans le B2C. Donc là, je remets ma casquette de marketeur B2C, je remets ma casquette de directeur commercial B2C, et il va falloir... Donc si je comprends bien, avant c'était d'agence à... Non, pas forcément agence, c'était promoteur et agence. C'est quoi le passage du B2B en B2C chez Mobaweb? Alors, le B2B, c'est que je travaillais exclusivement avec les promoteurs immobiliers et les agences immobilières, dans une logique de vente d'espaces publicitaires ou de mise en visibilité des actifs immobiliers. Et cette transaction vers cette réorientation vers la transaction immobilière était de vendre du bien, de l'actif immobilier à du particulier. En fait, encore une fois, c'est du B2B2C. Pourquoi? Parce que d'un côté, il fallait faire de l'acquisition de projets immobiliers. Donc, il fallait voir les promoteurs, les convaincre de notre projet qui était totalement novateur à l'époque, faut le dire. Les gens étaient un peu dubitatifs, un peu sceptiques, parce qu'on proposait quelque chose d'assez extraordinaire qui était de dire, écoutez, votre cœur de métier, c'est de construire, pas de vendre. Le marketing, c'est pas votre métier.
Le sales, encore moins. Je parle ici, sans citer les noms, hein, je ne parle pas des top 5 enfin très très grosses entreprises ou groupes ou holding dans l'immobilier. Je parle de 95% du tissu économique lié à l'immobilier. Donc cette idée, pour lequel cette problématique, j'en ai pour en avoir discuté avec des acteurs, la problématique est toujours là. Le promoteur immobilier est tout le temps un mauvais vendeur, un mauvais marketeur, donc, puisque c'est pas son cœur de métier. Absolument. Et le besoin est encore là, on le voit. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui Mubawab Transaction, donc c'est comme ça que c'est appelé l'entité, existe toujours, continue de croître sous la supervision de son PDG et de sa DG. Donc oui, clairement je pense que même c'est le potentiel est plus important aujourd'hui qu'il y a quelques années. Nous parlons de cela. Donc j'avais démarré fin 2018 avec Mubawab. Non, aujourd'hui clairement il y a ce besoin, mais à l'époque il fallait les convaincre. Donc un passage au B2C, remise de casquette de marketeur. C'est ça. Et donc il fallait trouver parce que finalement quand quelqu'un vous donne son bébé, donc son ensemble immobilier avec 500, 200, 300 unités à vendre, quelque part il vous fait une confiance, voilà. Et le mot d'ordre c'était l'excellence opérationnelle sur la partie marketing. Puis ensuite, il y avait toute une partie qualification où j'ai pu installer aussi un call center homemade qui délivrait finalement du lead qualifié en permanence, bien sûr avec tous les canaux de captation, d'acquisition client qu'on connaît aujourd'hui, hein, comme Facebook, Google Ads, etc. Donc on avait une vraie expertise digitale. Sachant que à ce moment-là, on parle de 2018, 2019, 2020, c'était vraiment, aussi. Il me semble que la période du Covid, c'était aussi vers ce moment-là. Il y avait une vraie, on sentait que dans l'expérience d'achat, qui a été confirmée par des études par la suite, que le Marocain commençait clairement le point de départ de son expérience se trouvait dans le web. Donc à partir de là, il y a eu toute une série de réflexions sur comment driver cette attention vers le point de vente. Encore une fois, dans une logique de physique digitale, il fallait combiner entre les deux, parce que aujourd'hui, je ne connais pas encore de groupe immobilier ou de commercialisateurs qui vendent le tout sur Internet sans visite. Je ne parle pas de VFA ou qui est de la vente en état futur d'achèvement, etc. Ça, c'est encore deux concepts un peu différents. Moi, je parle du bâti. Donc, à partir de là, oui, il a fallu avoir cette casquette marketing, il a fallu avoir cette casquette de leader aussi pour pouvoir driver des équipes. Il a fallu aussi faire monter en compétence les équipes, créer de nouvelles sources de gestion, en fait, pas de gestion, mais de création de streams de revenus, mais pas que pour le revenu, pour un ensemble d'objectifs. Par exemple, la création à l'époque d'un département d'études qui visait à éclairer un petit peu pas un petit peu, mais totalement les promoteurs sur quel type de configuration marchait le mieux au Maroc, quels sont les budgets. Faut pas oublier que quand on centralise des milliers et des milliers d'annonces, finalement, qu'est-ce qu'on a de plus précieux? C'est la data. Du data, ouais, de la data. Et donc aujourd'hui, Mubawab va être probablement l'entreprise qui a le plus de data sur l'immobilier au Maroc. Mais est-ce que cette data a été utilisée ou pas encore? Est-ce qu'elle a été exploitée? Alors, c'est une bonne question. Il y a un aspect éthique qu'il faut observer. La data, d'un point de vue macro, nous servait clairement. Oui, c'est-à-dire qu'on rentrait pas dans le détail de ce que faisait ce promoteur ou cette agence. Il y avait clairement une logique d'éthique par rapport aux clients. Mais c'était les tendances qui émergeaient. On comprenait vite à travers les différentes interactions avec les différents biens qui étaient sur la plateforme quel modèle d'immobilier choisir lorsqu'on est promoteur immobilier. Est-ce qu'il faut aller vers du moyen de gamme ou faut aller plutôt vers du high-end? Quels sont on va dire les agencements types sur le high-end ou là le mid qu'il fallait choisir? Où se dirige la demande? Absolument. Donc, et la quantifier aussi cette demande, c'est-à-dire combien sont dans du mid, combien sont sur du high-end, quels sont les différents niveaux de budget. Donc cette data est totalement précieuse aujourd'hui pour un promoteur qui veut lancer son projet. Je dirais même que je ne comprendrais pas qu'un promoteur puisse aujourd'hui lancer un projet sans consulter une entreprise comme Mubawab pour leur dire, eh bien j'aimerais bien. Qui fait aussi du conseil?
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. On avait à cette époque-là, on avait monté aussi un département conseil que je supervisais également dans la transaction. Donc oui, aujourd'hui, je verrais très mal un promoteur qui souhaite mettre toutes les chances de son côté pour être dans une logique de market fit total, ne pas passer par une entreprise qui a une data aussi puissante. Avec des métriques précises. Absolument. On peut citer, je ne sais pas si on peut en parler librement, mais on peut citer le cas de Glovo aussi. Glovo, finalement, moi, qu'est-ce que j'y vois? J'ai un très beau business qui a rendu service à beaucoup de personnes dans moi, hein, dans les flemmards, etc. Hein, mais qui derrière détient aujourd'hui une data extraordinaire sur ce qui fonctionne, ne fonctionne pas, quel type de portion, aujourd'hui ils sont capables de créer une dark kitchen Bien qui sûr. produit tout ce que ils ont. Enfin, après, je ne sais pas si ça va être la prochaine étape de leur développement. Hein. Il faudra inviter le DG à venir s'exprimer, mais c'est un très beau cas d'école également qui nous montre que la data finalement est aujourd'hui au centre de tout. C'est une mine d'or. C'est la condition sine qua non de la réussite. C'est la boussole de la réussite. Absolument. C'est ce qui permet de donner une direction, c'est ce qui, avec fiabilité et avec sérénité. C'est-à-dire qu'on va y aller avec un minimum de sérénité, sachant que la seule certitude dans la vie, on la connaît, c'est les taxes et la mort. Le reste, il n'y a pas beaucoup de certitude. Donc, mais ça reste une base très fiable, très très fiable pour pouvoir développer son business dans de bonnes prédispositions. Après l'expérience MobaWeb vient une expérience qui me tient à cœur, celle de l'Akhawayn. Absolument. Donc, comment on passe de la marketplace au domaine de l'éducation et quel a été l'intérêt de l'Akhawayn pour un profil comme toi, qui d'ailleurs, j'anticipe un peu la chose, qui a fini vice-président de l'Akhawayn. Voilà. Alors, effectivement, l'Akhawayn a été pour moi, quelque part, répondait à un besoin me concernant. C'était une période où je voulais donner plus de sens à ma carrière professionnelle. Et donc, donner plus de sens, c'est avoir un objectif qui n'est pas uniquement orienté sur de la dividende ou de la création de valeur économique pure et dure. Et c'est là que je suis clairement tombé amoureux de l'industrie de l'enseignement. Une industrie formidable parce qu'on parle de l'avenir d'un pays, on parle de l'avenir de jeunes, on parle d'ascenseur social, et surtout pour une entité comme Akhawayn, que tu connais probablement mieux que moi. Pour y avoir séjourné pendant quelques années. Tu as séjourné un certain nombre d'années, donc tu connais l'institution. Et surtout, je suis parti avec grande conviction. Pourquoi? Parce que l'Akhawayn, c'est d'abord une valeur académique sûre. Une valeur académique, je peux le dire et le clamer haut et fort pour avoir aussi connu d'autres modèles. Je ne veux pas ici en faire la publicité, mais faire la publicité, mais ce qui est sûr, que c'est un modèle différencié par rapport à ce qui se trouve dans. C'est un modèle qui est, pour moi, qui a cet avantage, clairement, d'être student-centric, d'être très orienté. Alors, dans un autre monde, on pourrait l'appeler client-centric, mais là, on est vraiment student-centric. Donc, si tu veux, l'étudiant est quelque chose d'extrêmement précieux. Son expérience, qu'elle soit académique, humaine, et ça, c'est toute la force de l'Akhawayn. C'est pour ça que je suis tombé amoureux. C'est ce qu'on dit, hein, once are you wire, always are you wire. Et donc, c'est vrai que c'est très difficile de revenir vers quelque chose d'autre dans l'enseignement quand on a vu un modèle aussi intéressant. Et d'ailleurs, tu en es le pur produit, tu vois, avec toute la réussite qu'on te connaît aujourd'hui et ton leadership sur un certain nombre de métiers à forte valeur ajoutée dans le digital. Mais ça a été pour moi une expérience humaine, mais aussi ça a été pour moi la deuxième rencontre avec l'IA. Alors, la première rencontre, ça s'est passé vers 2010, hein, très rapidement. C'était l'apparition de la programmatique avec le real-time bidding. Donc, c'était quelque chose qui pouvait régler en temps réel, à travers un algorithme d'IA, hein, clairement, les achats, enfin le bidding sur les mots-clés, etc. Donc ça a été la première, on va dire, grosse découverte. Tu t'es fait waouh. Et ça a commencé à faire tourner un peu les choses. À l'instar du digital, quand j'ai commencé les ventes, j'ai commencé à me dire, c'est ça l'avenir. C'était exactement ça ce qui s'est passé. Puis j'ai confirmé ça avec Al-Akhawayn. On parle de ça en 2021, il me semble, donc il y a déjà 4 ans, où, si tu veux, j'ai implémenté
enfin, on a été une équipe, mais j'étais le directeur de ce projet-là. Ça a été HubSpot. HubSpot, comme tu le sais, ce sont des leaders dans le marketing, pas uniquement dans le CRM. C'est des gens aujourd'hui qui ont construit l'inbound marketing. Tout le concept vient de chez HubSpot, qui est le sales funnel, comment réussir à faire d'un prospect un ambassadeur en fin de boucle. C'est eux qui ont créé ce système-là. Et donc j'ai été accompagné par une très belle société, malheureusement pas marocaine cette fois-ci, mais qui nous a servi en ce sens qu'elle a fait beaucoup de transmission de savoir-faire, notamment avec moi et les équipes aussi que j'ai eu la chance de diriger à ce moment-là. Alors, HubSpot, il faut savoir que c'était les prémices de ce qu'on connaît aujourd'hui, comme dans l'IA générative, etc. Je donne un exemple. Le fait d'avoir des systèmes de lead nurturing totalement automatisés. Il y a Mailchimp, il y a des outils comme ActiveCampaign, etc., qui sont aussi précurseurs, mais qui ne sont pas arrivés au niveau de HubSpot en termes de features, etc. Et on arrivait à automatiser un certain nombre de choses qui étaient chronophages, c'était pas du travail qu'on faisait avec le sourire. C'est un travail qui était un peu pénible. Donc, nous a déchargé de cette partie-là pour pouvoir nous Les orienter tâches les plus ingrates, les tâches qui consomment le plus de temps. Des tâches chronophages, ingrates, pour aller progressivement avec les équipes vers plutôt de la réflexion que de se dire tout ce temps qu'on a dégagé était plus alloué à la réflexion, à la création, plutôt qu'à l'exécution. Et donc, une machine, qu'on le veuille ou pas, exécutera toujours de manière plus régulière qu'un homme avec un grand H, femme et homme, bien entendu. Pour moi, c'était une reconfirmation que l'IA allait être le grand phénomène à venir. Donc, pendant ces 4 ans, j'ai entamé un système d'apprentissage, de formation sur l'IA. Et donc, j'ai suivi de très, très près les choses. Les différents langages, les LLM, etc., qui sont aujourd'hui assimilés à des choses du quotidien. À l'époque, évidemment, ça n'existait pas. Et donc, à l'époque de la Khawain, j'ai eu la chance de pouvoir vraiment travailler sur des automatisations qui étaient très avancées pour cette époque-là. Quels étaient les use cases exactement? Alors, très très bonne question. Alors, l'industrie, avant de dire ça, je préfère déjà dire peut-être une petite phrase sur l'Akhawen. L'Akhawen est une université publique à gestion privée et à but non lucratif. Donc, si je te parle, je vais te parler dans les prochaines minutes de développement de revenus ou de développement des effectifs, ce n'est pas dans une logique capitaliste, mais dans une logique de réinvestir chaque dirham gagné pour le bien-être des étudiants à travers des infrastructures, à travers des recrutements de professeurs de très haut niveau, qu'ils soient marocains ou étrangers. Donc, à travers l'aide à la publication. Bien évidemment. Et puis aussi le fait que Akhawen reste aujourd'hui un vrai ascenseur social, il faut le dire. Sa Majesté a été très clair là-dessus. Il fallait recruter sur les 12 régions du Maroc. Et cette dimension humaine a bouleversé vraiment ma vision du business. C'est-à-dire que j'étais dans une logique business quelque part, parce qu'il fallait ramener un certain nombre d'étudiants, mais attention, avec des mentions. Et donc, d'où la complexité, parce qu'il y avait un double objectif qui était qualitatif d'un côté et quantitatif de l'autre. Qualitatif, pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas se permettre de descendre la qualité des étudiants. Sinon, qu'est-ce qui fait la réputation de l'université? C'est d'abord ses étudiants. Et par ailleurs, aller chercher des étudiants capables de se permettre l'Akhawen tout en ayant de belles mentions, etc. Sachant qu'ils pouvaient aller dans le public, sur des prépas ou sur des écoles publiques reconnues. Reconnues. Donc, tu étais en concurrence avec tout le public et l'international. Tout ce qui est prestigieux. Absolument. Et bizarrement, après avoir fait un certain nombre d'études, chaque année, nous faisions des brand trackers, etc., pour savoir où est-ce qu'on en était, parce que je vais te parler un peu des défis de départ. Là, je te parle du défi un petit peu de développement, donc de croissance de l'université, où est-ce qu'elle veut aller en termes d'offres de services pour les étudiants, en termes de qualité d'expérience pour les étudiants, etc. Donc, il fallait développer ça à travers ce revenu qui arrivait. Et de l'autre côté, Akhawen, ça a été aussi
comme je disais, cet immense plaisir de pouvoir aller vers des jeunes extrêmement brillants et qui avaient, enfin, on palpait l'intelligence à l'état brut. Hein, c'était incroyable et sur lequel le président de l'Akhawayn a su développer un système extrêmement intéressant de bourse du mérite, etc., pour aider vraiment ces jeunes-là à pouvoir bénéficier des meilleurs standards en termes d'éducation et par la suite servir le Maroc comme étant un cadre beaucoup d'exemples aujourd'hui. Hein. On peut se poser sur les alumni de Akhawayn, il y a toi déjà, Tabarakallah alik, et puis aussi, hein, il me semble qu'on a le DG de PNJ, on a le DG des eaux minérales d'Oulmès. On va dire qu'on a de très très belles Et références. énormément de micro-entrepreneurs. Donc j'ai vu que l'entrepreneuriat s'est énormément développé à partir des lauréats de l'Akhawayn. Eh ben écoute, tu fais bien de relever ce point-là parce que ça a été un des points pour lesquels j'ai vraiment qui fait que cette expérience pour moi restera unique toute ma vie. C'est que il y a un moment, on s'est tous dit dans le comité exécutif et dans le cabinet du président, il faut promouvoir cet entrepreneuriat. D'ailleurs, la Gen Z, on l'a étudié, on a essayé de la comprendre. C'est une nouvelle génération, elle est disruptive par rapport à la tienne, ceux de nos aînés, etc. J'ai la chance de bien la connaître parce que la majorité, je pense que la moyenne d'âge de nos collaborateurs ne dépasse pas les 24 ans. Et ils ont une force et on apprend chaque jour avec ces gens-là. Et oui, moi aujourd'hui, je peux te raconter des anecdotes extraordinaires. Moi, j'ai vu des jeunes faire des choses mais absolument extraordinaires. Et le tout, c'est de leur faire confiance. Et donc, l'Akhawayn a eu cette brillante idée que de construire une plateforme d'incubation très sérieuse, portée par une professionnelle, par toute une équipe. Et les premiers pas vers l'entrepreneuriat consistaient à rencontrer des mentors. Alors, ces mentors, c'était des DG de multinationales, des CEO de très grosses entreprises, des pointures en termes de qualification, en termes de réussite sur le marché marocain, qui venaient tous les week-ends, enfin tous les week-ends non, mais selon un agenda précis, rencontrer les jeunes qui étaient intéressés pour pouvoir les driver sur les vraies problématiques business, pour pouvoir discuter, les ramener à la réalité, à la lucidité, et comment aussi pouvoir approcher l'entrepreneuriat sous un prisme un peu différent, qui est plus innovateur, plus innovant, mais surtout, on va dire inspirant, parce que c'est souvent je sais que beaucoup de personnes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord c'est d'abord des expériences qui ont été inspirantes, qui ont été voilà. Mais bon, disons qu'il y a une vraie rigueur. C'était pas quelque chose qui était pris à la légère. Il y avait une vraie rigueur. Il y avait un vrai système d'accompagnement et puis d'incubation. Il y avait des partenariats à l'étranger avec des accélérateurs connus de premier rang qui ont incubé un certain nombre de startups qui aujourd'hui, pour certaines, cartonnent clairement, mais que je suis avec grand intérêt. C'est évident. Donc il y a eu et encore une fois, le digital est encore au cœur de tout ça. Alors je vais revenir à ta question qui était de dire le Akhawayn marketing. Alors la spécificité de l'industrie de l'éducation supérieure, c'est que on a une seule fenêtre de tir dans l'année pour recruter les étudiants. Et donc, faire ses objectifs. De l'hyper-saisonnalité. C'est exactement ça. Donc, si on se rate, c'est un peu compliqué. Oh oui. Donc, c'est quelque chose qui se prépare des mois à l'avance. Et c'est là que le digital est extrêmement précieux. Parce que la Gen Z consomme du digital comme nous n'avons pas encore consommé. Hein. C'est des natives, des digital natifs. Donc, quelque part, ils se réveillent avec le téléphone, dorment avec le téléphone. Donc, c'est des gens par lequel, le digital était le canal de prédilection. Et donc là encore, c'est toute la partie génération de leads, qualification de leads. Là encore une fois, on a monté avec l'équipe un call center homemade, etc. Et expérimenté un certain nombre de formules, de choses pour pouvoir arriver à ce qui était la vérité de la Akhawayn en termes d'acquisition
d'étudiants brillants. Donc, en fait, ils ont eu l'intelligence de voir en toi la personne qui peut leur ouvrir la porte de la digitalisation, de la commercialisation d'une certaine manière et de la qualification de lead. Et je pense que est-ce que c'est une décision qui a été prise depuis le top management de la Hawaï ou comment ça s'est passé? J'imagine que oui, parce que effectivement c'était pas un recrutement, on va dire, comme les autres. J'avais déjà travaillé avec Dr Amin Ben Said, qui est une personnalité absolument incroyable et qui est totalement engagé depuis des années, Qui est depuis son retour, le président de... absolument, qui est le président de la Hawaï, et qui est totalement engagé humainement d'abord envers la réussite de l'éducation, du projet de l'éducation supérieure marocain au niveau national. Donc oui, c'était plutôt un échange. J'avais travaillé aussi avec lui dans un autre univers qui était un univers un peu plus business, on va dire. Et ce qui était intéressant, c'est que c'est pour ça que le challenge était extraordinaire, c'est qu'il combinait ces deux visions. Il arrivait à comprendre le business, alors que c'est quelqu'un c'est un PhD scientifique dans l'intelligence artificielle, by the way. Hein. Là, il me semble qu'il a fait du machine learning, des choses très complexes pour l'époque. Hein. À une époque, on parlait pas encore d'intelligence artificielle. Et donc, il avait cette compréhension fine des enjeux business, pas business, parce que dans les universités, il faut savoir que c'est un mot qui horripile, hein, c'est-à-dire de croissance. Je m'excuse pour tout ce que j'ai dû heurter à travers cette expression, mais c'est la réalité. Et qui combinait aussi cette immense maîtrise de l'académique, et donc qui était vraiment le garant que l'un n'empiète pas sur l'autre. Et c'était ça ce qui était intéressant, c'est que là, on n'est pas dans une logique de... Et surtout que les frontières sont facilement dépassables, on l'a vu dans plusieurs cas d'université ou d'école. Oui, clairement, je l'ai même vécu moi-même. Hein. Ça a été aussi pour ça que des fois, j'ai même dû quitter certains environnements parce que je n'arrivais pas à comprendre justement où était la limite entre le business et l'éducation, et le côté académique. Alors que là, il y a une vraie étanchéité entre les deux mondes. C'est-à-dire que l'un servait l'autre, mais de manière totalement désintéressée quelque part. C'est-à-dire que oui, on travaille beaucoup avec l'académique parce que le corps, on va dire, de toute communication, hein, c'est les professeurs, c'est ce qui inspire les étudiants. Mais derrière, non, il y avait cette étanchéité qu'il a su préserver, qu'il préserve toujours avec brio. Et c'est ça ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette logique, c'est que on était dans une logique de croissance tout en ayant ce cadre extrêmement framé de ne pas dépasser un certain level de business, etc. Encore une fois, moi, je le pense clairement aujourd'hui, l'industrie de l'éducation supérieure au Maroc est l'un des premiers investisseurs, enfin, je pense que c'est une des industries les plus consommatrices de digital au Maroc. Normal, on s'adresse aux jeunes, les canaux de captation sont 100% dans le digital, même si, faut pas l'oublier, ça reste de l'humain. C'est là aussi qu'on a essayé de développer des petites solutions, on va dire, à la croisée de ces deux chemins, c'est-à-dire le digital et l'humain, parce qu'il fallait aussi parler, il fallait rencontrer ces jeunes, leurs parents, les rassurer. Et donc, on va dire, il y avait ces deux composantes également. Donc, on va retrouver tout au long de ma carrière, c'est souvent entre le digital et le physique. Mais c'est aussi la réalité des choses. Donc, justement, on a fait un bon parcours de ton expérience professionnelle, en tout cas salariale. On passera à l'entrepreneurial par la suite, mais avant ça, je voudrais t'emmener un peu sur les pistes du digital. Donc, je voudrais avoir ton avis, l'avis d'un expert du digital, mais pas de l'e-commerce au sens où on le connaît au Maroc. Donc, ton avis un peu sur l'écosystème de l'e-commerce au Maroc. Alors, bonne question. Alors, l'écosystème, pour moi, est un écosystème pas très structuré pour le moment, faut le dire. On n'a pas de champion du e-commerce au niveau national. Ça va probablement arriver parce que clairement aujourd'hui, si on parle de e-commerce, il faut beaucoup parler de dropshipping. Comment tu définirais déjà l'e-commerce? C'est ce que je dis, c'est-à-dire il faut peut-être passer par la case un peu dropshipping, qui a été
pour moi, alors quand on parle de dropshipping, ce n'est pas dans le sens classique qui est d'avoir un fournisseur en Chine qui envoie après une prise de Mais en commande. tout cas, l'inspiration de la démarche est une inspiration de dropshipper, dropshipping. clairement. Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est que d'abord, on a une population extrêmement jeune qui s'intéresse à ça, et c'est intéressant. On a de plus en plus de jeunes entre 18 et 25, 24 ans qui arrivent à faire des choses extrêmement incroyables. Hein. Malheureusement, je trouve qu'il manque un peu de vision. Après, c'est peut-être un peu dur et un peu Direct. non, un peu dur, et puis surtout, ça peut paraître, je veux dire, ça peut passer pour du manque d'humilité, mais je dirais que c'est une analyse plutôt profonde, parce que j'ai vu que ces jeunes-là étaient tirés par un gain très immédiat. Donc à partir de là, ils vont aller sur des stratégies à très court terme. Et aujourd'hui, sur ce qu'on appelle des méthodes. Voilà, absolument. Donc on va aller sur du winning product, on va aller le chercher, on va s'espionner Hada, on va commencer. Donc c'est vraiment tout un système. Par contre, c'est là que tu te rends compte que les jeunes Marocains, ils ont ce côté hustler, et ils sont exceptionnels. Hein. C'est des jeunes qui vont aller. C'est des gens qui craquent le système. Ils hackent, ils sont là, ils hackent le système positivement, bien entendu, pour pouvoir créer du revenu. Et je trouve ça génial. Parce qu'il y a cette capacité de réflexion et de toujours contourner les difficultés. Parce que ce qu'il faut savoir, enfin, tu le sais probablement mieux que moi, c'est que au Maroc, en Afrique en général, il y a une certaine restriction pour le e-commerce, surtout si on va aller vers l'étranger, vers l'Europe, etc. C'est pas facile parce qu'il faut parler de banking, avant qu'il y ait Revolut ou Payoneer, etc. C'était vraiment complexe. Bon, PayPal a toujours existé, mais il y a toujours une difficulté, ou une barrière à l'entrée qui, pour les Marocains et les Africains, malheureusement, dans ce domaine. Chose que je trouve extrêmement préjudiciable, hein, parce que c'est aussi une façon pour le Maroc d'exporter clairement des choses. Et ça se vérifie avec l'installation récente d'Alibaba au Maroc. C'est quelque chose qui va arriver dans les prochaines années. Maintenant, ces jeunes manquent d'expérience corporate, j'aimerais dire, pour corriger un peu le propos. Ils devraient aussi avoir développé une vision sur 3, 5 ans. Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je souhaite rester à l'affût d'opportunités et travailler en mode très opportuniste? C'est ce qui est le cas de 95%, moi je pense, hein. Après, j'ai pas la statistique exacte. Je ne pense pas qu'elle existe au Maroc, en tout cas. Mais je ne peux que confirmer. Voilà, toi, tu es avec ces jeunes-là au day to day, donc tu les vois. Et je vois 5%, donc qui eux ont su évoluer vers des choses plus sustainable, comme la création de brand, de marque. On sait tous que le dropshipping c'est mort parce qu'il y a une prise de conscience du consommateur que c'est des choses, qui sont pas d'abord qualies pour la majorité. De ce que j'ai vu, les produits ne sont pas toujours qualitatifs, il n'y a pas une recherche qualitative qui se fait, c'est-à-dire il n'y a pas une orientation sur la qualité. Précisément, l'orientation elle est plutôt sur la marge, les ROAS. Oui, très bien, mais ça c'est limite, c'est que un client acquis est un client qui va pouvoir faire du développement de valeur par la suite. Qui devrait être récurrent et pour lequel le coût d'acquisition devrait diminuer par les différentes transactions. Et donc, il tue la lifetime value d'un client. Et ça, c'est dommage. Parce que donc, d'après toi, d'où vient cette dissonance, cet engouement pour le facile et ce manque de méthodologie ou de vision? Je dirais que ça vient de des modèles qu'on leur a présentés ici au Maroc. Hein, je ne veux pas citer de nom pour ne pas me faire d'ennemis. On peut dire qu'il y a un problème de leadership. Oui, clairement. Je l'ai vu parce que j'ai invité un certain nombre d'entre eux à parler à l'Akhawan. J'ai été pendant une année advisor donc tu connais le système à Akhawan, advisor d'un club qui est le club de l'entrepreneuriat. Et donc j'ai dans ce cadre-là invité un certain nombre d'entre eux que j'ai regretté par la suite parce que le modèle n'était pas bon. On leur présentait un modèle de succès immédiat. Ça, je trouve que ça n'a pas de sens. Là, pas du gain rapide, et là, pas du gros gain. Du gros gain. Et du gros gain avec une sensation de hack, j'ai hacké le système. Voilà, encore une fois, dans le bon sens. On ne parle pas de black hat ou des choses comme ça. Moi, j'ai réussi à contourner ça, ces difficultés. Oui, c'est bien. C'est très bien. Mais demain, quand ce jeune homme aura 25 ans, est-ce qu'il a une éducation financière qui va lui permettre
de gérer, de se développer? Est-ce qu'il a une éducation brand, marketing, qui va lui permettre d'avoir une vision stratégique sur le développement de ses produits? J'ai des doutes là-dessus, en tout cas. Je n'ai pas la prétention de dire... En fait, il faut voir le e-commerce avec son E majuscule. Donc, le e-commerce, ce n'est pas simplement une méthode où on vend à court terme, mais c'est plutôt une démarche commerciale, une démarche marketing, une démarche technique, une démarche aussi de calcul des coûts, de calcul stratégique aussi. Donc, c'est un peu les aspects qui manquent. C'est finalement quand le e-commerce, bon, c'est un terme générique, mais derrière un e-commerçant, il y a une petite entreprise, une grande ou une moyenne entreprise. Whatever, c'est-à-dire peu importe le niveau sur lequel on est. Et donc, si tu veux, cette jeune génération qui ont malheureusement pas eu les meilleurs modèles en termes d'icônes à suivre par les pratiques, etc., vont se concentrer que sur la partie sales et du hack marketing. Même pas sales, media buying, on va dire. On se concentre simplement sur la partie media buying et on oublie tout ce qui va avec. Donc, il y a, à mon avis, effectivement, un problème de mentorship. Absolument. Mais aussi un problème d'éducation. Clairement. Parce qu'une entreprise ne se résume pas à du media buying. Une entreprise, la définition même d'une entreprise, c'est se développer et croître sur son marché. Et donc aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que ce soit cette direction qui a été adoptée, mais encore une fois, comme tu l'as précisé, c'est malheureusement dû à certains modèles qui sont présentés, qui ne sont pas en adéquation avec la réalité des choses. Maintenant, j'ai vu aussi des reconversions vers des brands, vers des marques, vers la gestion de marques, du développement de marques, etc., qui sont en train d'émerger progressivement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque part aussi en train d'effacer cette catégorie qui, eux, n'ont pas eu cette capacité, n'ont pas eu malheureusement la chance d'avoir bénéficié d'une éducation plus complète. C'est le secteur qui est en train de se tamiser. Donc on a vu, nous on est dans le domaine, on a vu qu'il y a eu un rétropédalage ou un rétrogradage de la puissance qu'il y avait. Il y avait une euphorie après la période Covid. Après cette euphorie, effectivement, les marchés ont commencé à devenir plus matures. Le consommateur s'est fait avoir. Donc, l'intelligence d'achat du consommateur s'est élevée. Et la sélection naturelle a commencé à se faire. À s'opérer, oui, c'est tout à fait logique et ce que tu dis fait beaucoup de sens. Aujourd'hui, si on prend un peu de chiffres, le e-commerce a fait une croissance entre 2020 et 2024 de 65%, ce qui est énorme. Bon, porté par le Covid, on n'avait pas trop le choix, on pouvait pas sortir. Mais un autre chiffre qui est extrêmement intéressant, c'est que le digital aujourd'hui pèse 12% du retail national, ce qui est un chiffre non négligeable. 12%. Donc, effectivement c'est évident qu'il va y avoir un nivellement par le haut. Et que seuls ceux qui ont appris, qui se sont développés, qui ont des vraies bases. Pourquoi? Parce que ce que j'ai remarqué, moi, des fois, j'achète de tout, n'importe quoi sur le digital, ne serait-ce que pour expérimenter, ou pour tester plutôt la réactivité, la user experience, l'expérience utilisateur, etc. Que jusque-là, tout va bien, mais c'est en recevant le produit, j'ai peut-être été 90% des fois absolument déçu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est ma lecture du marché, elle n'engage que moi. C'est que finalement, on se retrouve avec en parlant d'e-com local, avec des utilisateurs qui se sentent, le niveau de confiance a baissé. Et ça crée du danger. Pour ceux qui veulent vraiment travailler de manière correcte, qui veulent vraiment s'engager dans un processus d'être client-centrique, de pouvoir provider aussi une assistance. Le e-commerce ne peut pas fonctionner sans un service client costaud. Parce qu'on n'a pas d'autre point de contact. À qui vais-je m'en remettre si j'ai un problème? À un numéro de téléphone WhatsApp qui m'a vendu n'importe quoi, une télécommande universelle? Non, ils ne répondent pas. Donc, à partir de là, je pense que le nivellement par le haut va commencer à s'opérer. Ce que j'appelle la sélection naturelle. Absolument. Donc, c'est ceux qui ont des vraies bases, qui ont des vraies techniques, qui ont un vrai background, qui sont arrivés à se développer. Ce n'est pas honteux de démarrer à un certain point, mais le tout est de se développer, de développer ses techniques
et d'arriver effectivement à du branding, à une marque solide avec toutes ces règles. Totalement. Et aussi, ce que je vois aussi, c'est que l'IA est en train aussi de bouleverser les choses. Donc, quand on voit ce qu'apporte aujourd'hui l'IA par rapport au e-commerce, c'est extraordinaire. Je veux dire, c'est une vraie révolution. On est en train de parler d'hypersegmentation. Dire, on a des outils comme Twilio, des choses comme ça, qui permettent de créer un système d'hypersegmentation par le comportement de l'utilisateur sur un site web, sur une plateforme, sur n'importe quel asset digital, et de pouvoir comparer ça en temps réel et créer des micro-segments pour ensuite discuter avec l'IA générative qui vont envoyer le bon message au bon moment T. Donc, on est en train donc ces jeunes-là, il va falloir qu'ils suivent aussi ces technologies. Et encore, si on reste sur une logique de pur media buying, je peux t'assurer aujourd'hui... Tu n'auras jamais accès à cette information, à cette technique. Non, tu seras dépassé. Ils sont déjà, probablement qu'ils sont déjà dépassés parce que aujourd'hui, moi, quand je fais du media buying, j'utilise l'intelligence artificielle. J'ai un agent, enfin, surtout avec le développement de l'IA agentique, j'ai un agent qui travaille H24, qui est 24 heures sur 24. C'est un employé marketing, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est là pour optimiser chaque mot-clé, chaque créative. Peu importe le... Donc, effectivement, on en avait discuté. Tu m'avais parlé d'agent IA qui peut intervenir sur les différents aspects et qui peut optimiser la campagne, Donc, si tu peux nous en parler un peu plus? Oui, bien sûr. Alors, c'est tout simple. Il suffit de prendre les différentes étapes d'une vente sur Internet et voir ce que l'IA peut produire dessus. Si on part en amont, c'est-à-dire la création d'assets. Quand je dis assets, c'est les créas, les copies, les ad copies, tout le matériel publicitaire. Le store même. Ah oui, le store aujourd'hui, évidemment, tout est automatisable à souhait. Et donc, quand tu vois que on peut en amont déjà, avant même la partie marketing, aller à la recherche des produits, de la famille de produits qui aujourd'hui disposent d'un vrai potentiel de développement. Aujourd'hui, on a de l'IA qui va aller croiser des centaines, voire des milliers de sources différentes pour prédire de manière relativement très précise quelle niche est en train de se développer, quel est le trend actuel. Donc ça, on a un premier impact. Donc de la product research à la création de store, à la création de créatives, ad copy, lancement de campagne, on peut faire intervenir l'intelligence artificielle sur tous ces aspects-là. Toutes ces étapes-là aujourd'hui, d'ailleurs Est-ce que ça a besoin de learning ou est-ce que ça peut être opérationnel assez rapidement? Alors, je dirais que ça peut être opérationnel from day one si on utilise des modèles comme GPT Turbo, enfin 4 Turbo aujourd'hui, qui est déjà entraîné par OpenAI sur la gestion d'une série de paramètres, notamment la gestion de la relation client. Voilà. Donc oui, il existe, mais dans une logique où je développe ma propre marque, à mon sens, il est très important de faire un peu de machine learning, que l'IA puisse comprendre à travers beaucoup de matières, de données qu'on va lui donner. Donc ça passe, si par exemple on parle de media buying, si tu as un store qui a 5 ans d'existence, avec 5 ans de data sur tes pixels, crois-moi que l'IA, tu vas lui donner ces 5 ans, elle va Elle va s'éclater. Ah oui, et puis les statistiques parlent. Aujourd'hui, Google Cloud a fait une étude extraordinaire. On parle d'un ROI qui tourne autour de, alors, en revenu pur, entre 6 et 10% supplémentaires. Alors, à ce stade, ça peut sembler pas trop significatif. Mais imagine des gens qui font des milliards, 6 et 10. Entre 6 et 10%, c'est énorme. Et qui est amené à se développer parce que l'IA avance on le constate tous, ça avance à une vitesse phénoménale. Donc, et puis, il y a aussi une autre partie de l'IA qui va venir intervenir dans ce process, c'est l'IA prédictive. Et c'est là que ça devient magique, en fait. Parce que, j'ai mon IA qui trouve mon produit, qui me propose. Le choix reste humain quelque part. Mais elle peut le faire indépendamment avec de l'IA agentique. C'est pas un problème. Moi, je préfère quand même. Aujourd'hui, c'est ce que je dis à mes clients. Je leur dis, je ne vous recommande pas d'être sur une automatisation à 100%. En 2025, ça reste complexe. 80%, c'est fiabilisé. Donc, il faut qu'il y ait quand même de l'humain. Heureusement. Oui. Alors, tu sais, dans ton podcast précédent,
l'expert qui était là l'avait clairement dit. L'IA ne remplace pas l'humain, mais c'est l'humain qui ne sait pas utiliser l'IA qui sera remplacé par celui qui sait l'utiliser, tout simplement. Je suis convaincu de ça, clairement. Si l'IA est amenée à tuer des métiers, elle sera amenée à en créer beaucoup d'autres. Alors, les preuves, enfin, aujourd'hui, on a beaucoup d'études qui vont dans le sens d'une valeur positive et pas d'une valeur négative en termes de création d'emplois. En fait, il a dit c'est pas l'IA qui remplacera l'homme, mais c'est des hommes qui maîtrisent l'intelligence artificielle qui remplaceront des hommes qui ne le maîtrisent pas. Absolument, c'est tout à fait ça, et la logique est tout à fait ça. Maintenant, encore une fois, pour revenir à l'IA dans le processus de création de valeur dans les business e-commerce, alors on a la recherche de produits, on a le développement du store, on a l'optimisation en temps réel des campagnes, le lancement et l'optimisation en temps réel des campagnes, bien sûr en passant par la création de l'ensemble du matériel marketing. Et puis surtout, on arrive à la phase qui est la plus intéressante pour moi, à mon sens, qui est extrêmement intéressante, c'est la phase de la qualification. Donc aujourd'hui, quand on voit les avancées que font des entreprises comme OpenAI, pour ne citer que la plus connue, en termes de SDR, donc Sales Development Representative, donc autrement dit commerciaux, en cold call. C'est-à-dire que l'IA est capable aujourd'hui de faire 100 000 appels par jour, ce qu'aucun call center n'est capable de faire. Probablement, voici un autre métier qui risque pas de disparaître totalement, mais qui risque de subir une métamorphose. J'ai vu récemment, Jitex, on a vu des startups qui se lancent dans ça. J'ai testé moi-même de parler à l'intelligence artificielle. C'est vraiment impressionnant ce qui est réalisé valeur aujourd'hui. Oui, c'est bluffant. D'ailleurs, aujourd'hui, si tu prends Atlas, enfin des compagnies très très connues qui ont développé des langages en Darija et qui sont pas forcément marocaines. Aujourd'hui, il y en a la possibilité d'avoir une IA qui va aller faire la qualification active en shlha, en français, en anglais, enfin en Darija. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, un hommage à notre ami Mehdi Omaïlid qui est très avancé par rapport à ça. Ouais, effectivement. On parle de Client X. Exactement. Oui, c'est un très beau produit, effectivement, que j'encourage fortement, et très belle initiative. Vraiment très belle initiative de laquelle on est extrêmement fan côté Synexia. Donc aujourd'hui, quand on voit ce que peut faire de l'IA sur la partie cold call et préqualification pour nous donner aux commerciaux que le jus du jus, c'est extraordinaire. Donc, t'imagines aujourd'hui comment tu vas doubler ta valeur commerciale. C'est-à-dire que le temps qui était alloué à faire des appels improductifs, des appels de tri, on va dire, aujourd'hui, c'est du temps qui est dédié à closer plus de deals. Et donc, forcément, revenu qui augmente. Derrière, il y a aussi un aspect qui est extrêmement intéressant, c'est la transition de la fonction CRM avec l'IA. Ça, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse beaucoup avec les collaborateurs, avec la team. C'est comment créer de l'IA prédictive. Je prends le cas du e-commerce. Alors, prédictive, quand je dis prédictive, c'est qu'elle va, à force d'apprendre, comprendre quels sont les leads qui sont avec une intention forte d'achat, quels sont les messages à leur fournir et comment les convertir. Et c'est pour ça que je parlais d'une transformation aussi dans la partie CRM, c'est que plus tard, je pense pas que le CRM va exister de la manière dont on le connaît aujourd'hui, toi et moi. Le CRM va devenir une voix qui te parle en te disant « Appelle celui-ci, voici sa fiche, voilà ce que tu dois lui dire ». Moi, j'en suis convaincu. Mais pour venir aussi au e-commerce, on a aussi, par exemple, la capacité pour ceux qui vont vers la brand, je les encourage d'ailleurs à le faire, c'est de prédire les stocks sur la base de data liées à la saisonnalité, liées aux trends de consommation, etc., capable de prédire aussi comment va se comporter les achats sur 12 mois, les ventes plutôt sur 12 mois. Et aussi de dire, les stocks, il va falloir faire attention, plutôt avoir ça ici, à ce moment-là. Et donc, on devient dans une forme de précision opérationnelle the sky is the limit. C'est-à-dire qu'ensuite... Et tout ça entre les mains
d'un jeune, donc très facilement accessible. Parce que des choses comme ça, normalement, c'est l'apanage des grands groupes, etc. Il y a juste une décennie en arrière, il faut être un grand industriel pour pouvoir prétendre à des techniques qui s'approchent de ça. Maintenant, ça se démocratise. Absolument, c'est démocratise, d'autant plus qu'on assiste à l'émergence de ce qu'on appelle les outils IA no-code ou low-code, qui nécessitent soit très très peu de compétences de développement informatique, ou quasiment pas. Je peux te citer des outils aujourd'hui comme Bolt qui est capable de construire en SaaS. D'ailleurs, j'ai fait le jeu, hein. Je me suis amusé à construire un SaaS, ça a pris 2 heures. Alors qu'avant, pour construire un SaaS, il fallait 6 mois. Et là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, bon, ça commence à aller un peu trop, hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Là, ma transition, elle est un peu toute faite parce que effectivement, tu es passé du salariat à l'entrepreneuriat et dans le domaine qui te passionne, qui est le domaine de l'intelligence artificielle. Mais avant de passer sur les détails de ta phase entrepreneuriale, ma question est comment on arrive à passer d'un salaire des plus hautes sphères salariales avec un revenu annuel de plus de 1,5 million de dirhams, comment on arrive à sacrifier tout ça, à sacrifier la sécurité du salariat pour passer à l'aventure entrepreneuriale? Alors, tout d'abord, ça a toujours été un rêve. Et donc, c'est une carrière qui n'aurait pas abouti à l'entrepreneuriat quelles que soient les réussites ou les success stories, aurait été un échec pour moi. Donc, on est toujours influencé par le milieu, hein, c'est l'influence du milieu, comme l'a dit Zola. Et si tu veux, moi, j'ai vu mon père dans l'entrepreneuriat. Bon, c'était un médecin, mais il a commencé avec un petit cabinet, puis un autre plus grand cabinet, puis une clinique, puis une plus grande clinique. Et puis, donc, j'ai baigné un peu dans cette sphère-là. Et si tu veux, pour moi, rester dans le salariat, c'était ne pas prendre ce risque que j'ai vu, sur lequel j'ai eu beaucoup d'admiration, hein, sur cette figure paternelle, etc. Et puis, c'était aussi l'ultime réalisation pour moi. Me dire, est-ce que je suis capable d'aller vers ça et de réussir là-dedans, sachant que il faut de la rigueur, il faut de l'autodiscipline, il faut un certain nombre de choses qui sont bien sûr indispensables en tant que salarié aussi si on veut réussir, mais qui la prennent d'autres proportions. Et si tu vas à ce moment-là, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. C'est comme quand on va aller à une piscine, il fait un peu froid, on se dit est-ce que je mets juste un pied? Là, il faut sauter. Et puis j'ai charrié, je me suis dit, je vais arrêter de me prendre la tête, je vais arrêter de me poser des questions, et je vais aller faire quelque chose sur lequel j'ai une grosse passion, c'est la tech et en particulier l'IA, orientée sur mon métier, donc le marketing et le sales. Donc je lui ai fait ce grand saut dans la piscine. La douche, l'eau était très froide au départ, elle l'est encore. Mais disons. Et je te rassure, elle le sera toujours. Oui, j'imagine bien, et c'est la réalité. Et finalement, je me suis rendu compte de choses qui sont un peu en opposition à beaucoup de choses qu'on nous raconte. Je te donne l'exemple. J'ai toujours lu à travers les posts de beaucoup d'entrepreneurs, etc., que l'entrepreneuriat, c'était le plus grand des casse-têtes, que c'était la voie des survivors, des warriors, etc. Ok, moi je trouve pas. Pas vraiment. C'est-à-dire que lorsque le positionnement est clair, l'idée est claire, exécutable, il y a un market fit, c'est comme quand tu vas en entreprise. Parce que quand tu vas en entreprise et que tu es cadre supérieur, on te donne un budget et on te donne des objectifs. Tu les réussis pas, tu es dehors. C'est à peu près la même chose. Le risque est même plus important côté salarié quand on y repense. Parce que quand au Maroc, malheureusement, on n'a pas encore un filet social extrêmement développé sur les pertes d'emploi, les choses comme ça. Et bien, le risque est tout aussi important. Bon, oui, il existe des secteurs où les gens ont su évoluer pendant 20 ans sans changer. Mais aujourd'hui, le 21e siècle sur lequel nous sommes aujourd'hui, il n'y a plus de place à la stagnation ou au plan ou aux choses comme ça. C'est soit on réussit et qu'on ramène de la valeur vérifiable, mesurable, quantifiable pour les entreprises, soit on est out. Donc que ça soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Absolument. Bon, je dirais le plus grand stress pour un entrepreneur, ce serait pas l'entrepreneur en soi, mais plutôt les équipes qui l'accompagnent. Être en mesure de leur donner ou de fournir un environnement épanouissant, un environnement qui puisse pousser vers la créativité, etc.
s'assurer que leurs salaires vont être versés en temps et en heure. Ça, c'est des choses qui, effectivement, c'est des stress nouveaux que je ne connaissais pas. Mais derrière, moi, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus difficile que l'autre. Il y a juste certaines spécificités sur l'entrepreneuriat qui sont, effectivement, il y a un niveau de difficulté plus élevé que sur le salariat. Mais sur le salariat aussi, il va falloir, je le rappelle, un salarié, quand il est cadre supérieur, il n'est pas juste tenu à livrer des résultats, mais il doit évoluer dans un échiquier politique complexe, de gestion de relationnel, de ceci, cela. Donc moi, je pense que toute chose, maintenant que je suis en train après, je n'ai pas l'antériorité que tu as, Sereda, dans l'entrepreneuriat. Peut-être que dans 2 ans, on se reverra ici sur ce même plateau et que je te dirai, oh là là, finalement, c'est très compliqué. Mais j'espère pas, en tout cas. mais moi, je trouve que chaque chose a son charme, ses difficultés, ses défis, et que toutes ces histoires sur lesquelles moi j'ai pu lire des choses, l'entrepreneuriat c'est fait pour les braves, il faut avoir été un gladiateur. Non, je ne pense pas. Il faut un mindset. Il faut de la résilience, ça c'est sûr. Mais il faut aussi un mindset et de la résilience pour mener à bien des projets d'envergure pour de très grosses boîtes. Et je pense que ton avis est ainsi, surtout parce que les expériences que tu as vécues, c'est aussi des expériences entrepreneuriales. Et là où je comprends bien la chose, c'est en fait que le salariat, à un certain niveau, il te donne l'impression que tu es vraiment dans l'entrepreneuriat. Et ça inhibe. Oui. Ça inhibe. Effectivement, tu as tout à fait raison. Ça va, parce que finalement, quand on a les deux, on a le confort, enfin les trois, le confort matériel d'un salaire récurrent, on a la partie intra-entrepreneuriale, donc être entrepreneur dans une structure, et troisièmement, le plus important, être backé par l'entreprise. C'est-à-dire que si on se trompe, c'est l'entreprise qui va devoir sortir le chéquier. Et donc là, effectivement, c'est là qu'il y a une différence notable plutôt, c'est de se dire que derrière, chaque erreur va coûter, mais va aussi être source d'apprentissage. Et je préfère la voir comme ça. Tout à fait. Donc, au vu de cette expérience, si tu avais des conseils à donner à nos téléspectateurs, aux gens qui nous suivent un peu, sur la partie entrepreneuriale, qu'est-ce que tu leur dirais? D'oser. Que la peur est un élément rédhibitoire qui n'a pas sa place dans l'entrepreneuriat, dans le monde du travail non plus. Qu'il faut aujourd'hui que les jeunes puissent trouver un sens professionnel à travers l'entrepreneuriat. Et comme on le sait tous, dans tout système capitaliste qui se respecte, on est un pays développé que lorsque 90% du tissu économique est formé de PME. Or, c'est aussi le cas au Maroc, mais ça devrait prendre des proportions plus importantes, encouragées par un certain nombre d'incitations, etc., de l'État. Mais le vrai conseil, c'est d'oser et de pas trop réfléchir. Et encore une fois, il faut arrêter de penser que l'idée, c'est tout. C'est l'exécution et non pas l'idée. Les idées, tout le monde est capable d'en avoir. Mais pour les exécuter, c'est une autre chose. Et l'excellence opérationnelle. Il faut commencer par une feature, pas par 10. Ne pas vouloir arriver vers le modèle suprême dès le départ. Gérer son market fit, c'est extrêmement important. Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui me parlent d'entrepreneuriat et qui me disent je vais le faire et qu'ils le font, mais sans vérifier qu'il y a un market fit. Donc, s'il n'y a pas de marché pour un produit, on aura beau faire du marketing d'élite, ça va être compliqué. Ou alors il faut être dans une logique de 10 ans, d'éducation de marché. C'est contre-productif. Donc oser, mais aussi doser entre la rapidité. Je n'aurais pas su mieux l'exprimer. C'est une très belle phrase, effectivement, oser et doser. Doser en ce sens qu'il faut un market fit, il faut une audience pour son produit, il faut des consommateurs pour son produit. Puis ensuite, une fois qu'on a ces 3 éléments réunis, il faut plus du tout réfléchir. Chaque réflexion est égale doute. Chaque doute nous ramène en arrière. Moi, ce que je dis, réfléchissez plus. Une fois que vous avez la preuve de votre market fit avec un MVP de premier niveau, ça sert à rien d'aller vers des choses complexes. Une fois que vous l'avez, il faut y aller. Tout simplement. C'est le seul conseil vraiment que je donnerais. Après, clairement, on n'est pas tous façonnés de la même manière. Il y a des gens qui préfèrent qui sont faits pour le salariat, d'autres qui ont plus de prédisposition à prendre des risques.
Alors, comme je te l'ai dit, moi, toute ma carrière, j'ai toujours aimé les défis un peu risqués. Et c'est aussi ça qui m'a fait aller quelque part vers l'entrepreneuriat. Voilà, c'est comme tu as dit, d'oser, oser et ne pas avoir de doute. Quand on sait qu'il y a un market fit, parce que finalement, quand on me dit l'entrepreneuriat, c'est complexe, c'est challenging parce qu'il faut résoudre partout, hein, même dans le salariat, il faut résoudre on est payé en tant que cadre à résoudre des problèmes. Donc, il faut s'enlever ça de la tête. Les problèmes, il y en aura toujours. Et on est, en tant qu'entrepreneur, là pour les résoudre. On est des problèmes solvers. À partir du moment où on a intégré cette mécanique, et puis ensuite, dès que les choses vont un peu mieux, on va dire financièrement, c'est de s'entourer de personnes meilleures que soi. Ça, c'est un conseil où l'ego ne doit absolument pas exister. Un bon chef d'entreprise est celui qui s'entoure de compétences meilleures que lui. Si je recrute un marketeur, il faut qu'il soit meilleur que moi, évidemment. Et ça, c'est quelque chose où il doit y avoir une dissociation entre l'ego et la réalité, qu'il faut accepter ça. Et surtout le mettre en valeur et le valoriser. C'est le conseil que je donnerais. Merci pour la sagesse des conseils. Donc, ça sera le mot de la fin. Merci. Merci pour ce parcours impressionnant. Merci pour le partage. Merci. Tout le plaisir a été pour moi. Merci Sereda, ça a été un super échange. Vivement un prochain échange. Et puis, entre-temps, je souhaite à ce podcast de longue vie avec plein de belles choses à venir, Inch'Allah, mais piloté par une équipe d'excellence que je vois là, tous ces jeunes qui t'entourent et je vois aussi ta passion pour les jeunes et ton désir d'empowerment. Je trouve ça extraordinaire et te félicite aussi. Et je te souhaite beaucoup de réussite et sans aucun doute ça va venir. Ça l'est, puis ça va venir. Mais je ne doute pas Inch'Allah, de tout ce qui viendra de beau à travers ce que tu es en train de faire avec tes équipes, avec tes partenaires ici au Maroc. Merci, Si Hamza. Tabarakallah alayk. Merci.